Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier chapitre du Faiseur de pluie de Sid Fleischmann. Alors, le chapitre s'appelle Le zoo de Magbroom. C'est parti. Des bêtes et des oiseaux? Oh, j'en ai entendu. Des bêtises sur les étranges espèces qui vivent chez nous, dans la prairie. Tenez, l'autre jour encore, un type a prétendu avoir eu un serpent à sonnette qui parlait. Enfin, il ne parlait pas vraiment, mais ce type affirmait que son serpent agitait ses sonnettes selon le code du Morse. Eh bien, il n'y a pas un gramme d'objectivité là-dedans. Ou là non. Ce garçon n'était qu'un sale menteur. Tout le monde sait qu'un serpent est incapable d'orthographier et donc d'utiliser le Morse. Et pourtant, nous en avons réuni des animaux assez particuliers, et même franchement étonnants, dans notre merveilleuse ferme d'un arpent. Nous sommes les seuls, pas grand monde n'est au courant, à avoir gardé quelque temps en captivité l'unique cran qui se cache derrière vivant. Il ne faut pas que j'oublie de vous en parler. Si vous avez déjà entendu parler de moi, Josh McBroom, vous savez que je ne plaisante pas avec les faits. Je préférerais m'asseoir sur un porc épic que de raconter un bobard. Bien sûr, dans la prairie, comme ailleurs, les animaux et les oiseaux vont et viennent selon le climat. Alors je ferais mieux de commencer par ce matin de printemps, où le temps était mauvais. Un nuage bas, couleur de cendre, s'étirait d'un horizon à l'autre. Il y avait un silence anormal, vraiment anormal. On n'entendait pas la moindre note du chant d'un oiseau. Mais je n'y ai pas prêté attention et on a mis en terre nos plants de tomates. Vous savez sûrement que nous possédons une terre étonnamment prospère. Mon Dieu, quelle merveille! Tout pousse dedans et plus vite que la musique. Pas plus tard que mercredi dernier, un de nos gamins a oublié une truelle plantée dans le sol. Eh bien, le lendemain matin, elle s'était transformée en pelle. Mais revenons aux tomates. En 5 minutes, les tiges des plants se sont enroulées autour des tuteurs et des fleurs jaunes ont éclos. Bientôt, notre arpent était recouvert de tomates vertes. Fallait travailler vite, pendant qu'elles gonflaient et rougissaient, pour éviter que les tuteurs ne prennent racine. J'ai appelé mes gamins. Will, Jill, Esther, Chester, Peter, Polly, Tim, Tom, Marie, Larry et petite Clarinda. Il est temps de passer à la cueillette. 30 tonnes au moins en perspective. C'est à ce moment-là que petite Clarinda a crié. Hé, regardez ce qui arrive! Pas! Elle a pointé le doigt vers le nord-ouest, et j'ai presque sauté hors de mes chaussures en voyant ce qu'elle montrait. On aurait dit qu'une grosse corde noire, tombée des nuages, se balançait vers le sol. C'était une tornade, et j'ai hurlé. Descendez dans l'abri contre les tempêtes, mes agneaux. Vite, courez! Zip, le chien des enfants, s'est mis à japper. Nous l'avons entraîné à l'intérieur de la maison, où ma chère femme sortait une tarte du four. Une tornade arrive, ma, s'est écrié Polly. Elle vient dans cette direction, a ajouté Will en jetant un œil par la fenêtre. On s'est tous précipités dans l'abri anti-tempête, où on a rabattu les panneaux de bois derrière nous. On entendait un sifflement dans l'air, de plus en plus puissant. C'était la tornade qui se rapprochait, et on ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre dans le noir, au sous-sol. Tu crois qu'elle va emporter la maison? A demandé Jill. Et ta Franklin, a ajouté Chester. La Franklin, c'est une automobile. C'est marqué en dessous, en fait. Pour une tornade, notre ferme, c'est une bagatelle qui ne vaut pas le détour. Vous en faites pas, mes agneaux. Mais le sifflement venu du ciel s'est transformé en cri strident, et on a compris que le cyclone n'était plus très loin. Le cri est devenu un hurlement, le hurlement un rugissement, la tornade était au-dessus de nous. Les gamins se sont bouchés les oreilles. Misère! La terre tremblait jusqu'en son centre. Au-dessus de nous, on a entendu les fenêtres exploser, et pendant un instant, l'air de la cave a été comme aspiré. J'ai bien cru qu'on allait tous se retrouver chauves. Puis le rugissement affaiblit jusqu'à n'être plus qu'un hurlement. Le hurlement, un cri strident. Le cri, un sifflement. J'étais absolument certain que notre maison avait été emportée comme un tas de brindilles, et la Franklin avec. Je suis sorti à toute vitesse, à l'air libre, et j'ai crié. Gloire à Dieu, venez voir! La maison était encore là, et la Franklin aussi. Mais notre joie était de courte durée. Cette infernale erreur de la nature avait aspiré notre récolte de tomates, et même les tiges, les tuteurs et le reste. Pire que cela, elle avait aspiré notre terreau si fertile. On est resté là, à contempler le trou d'un arpent qu'elle avait creusé,
à l'emplacement de notre champ. On aurait dit que cette tornade farceuse s'était arrêtée au-dessus, le temps nécessaire pour le vider jusqu'à la dernière poignée. Oh, pas! Mélissa, mon épouse bien-aimée, s'est mise à pleurer et mes enfants aussi. J'ai serré les dents. Je me suis avancé à grandes enjambées vers la vieille Franklin et j'ai dit: séchez vos larmes, mes amours. Cette tornade va bien finir par se fatiguer et laisser retomber notre terreau. Je pars à sa poursuite. Certes, la Franklin était toujours là, mais hors d'état de poursuivre qui que ce soit. Cette fichue tornade avait aspiré tout l'air des pneus. Will, va chercher la pompe. Pas un instant à perdre. Les garçons et moi, nous nous sommes mis à gonfler les pneus à tour de rôle. On était enfin prêts à partir lorsque Zip a reniflé quelque chose de vivant, tapé sous la voiture. Peter s'est faufilé en dessous et en a rapporté la créature qui s'y cachait. Et non, c'était pas un qui se cache derrière de la prairie, mais un drôle de bestiole. Une drôle de bestiole, pardon. Encore jamais vu un animal pareil auparavant. On aurait dit un petit bouquetin avec la queue et les oreilles d'un gros lièvre à cul blanc. Mais c'était pas ça qui le rendait étrange. Non, ce que cette bête avait de vraiment bizarre, c'était les pattes. Elle n'était pas faite pour vivre sur un sol plat. Elle avait deux jambes étonnamment courtes d'un côté et de l'autre deux jambes étonnamment longues. La pauvre créature était complètement ahurie. Elle devait être tombée de la tornade qui l'avait emportée. On gonflait le dernier pneu quand on a entendu les filles crier. Polly s'était précipitée dans la maison pour trouver le livre d'histoire naturelle et revenait en montrant une photo de cet animal aux curieuses pattes. Pas, c'est un évideur de collines. Selon le livre, l'évideur de colline est un animal extrêmement rare. Il vit sur les pentes des coteaux escarpés et c'est pourquoi il lui faut une paire de jambes courtes et une paire de jambes longues pour marcher à l'horizontale. Bien sûr, il tourne sans arrêt autour de sa colline, mais toujours du même côté. S'il essayait de faire demi-tour, il basculerait dans le vide. Les filles ont demandé l'une après l'autre. Est-ce qu'on peut le garder, pas? Je leur ai rappelé qu'on n'avait pas de colline par ici, et j'ai sauté dans la Franklin. Will et Chester, qui voulaient poursuivre la tornade avec moi aussi. On n'a pas eu du mal à la retrouver. Juste ciel, pas du tout même. Elle n'avait pas seulement arraché nos tomates, elle avait aussi vidé une réserve d'oignons et aspiré le contenu de 3 tonneaux de vinaigre de cidre que j'allais vieillir. On pouvait la voir à des miles, filant au loin, aussi rouge que du ketchup. Et c'était vraiment du ketchup. En fonçant sur la route, on a vu qu'elle avait tout éclaboussé sur son passage. Les granges, les moulins, et même un homme chauve qu'elle avait surpris en train de fabriquer une pancarte interdit d'entrer, et qu'il n'avait pas réussi à esquiver sa trajectoire. Plus tard, il a déclaré que c'était le meilleur ketchup qu'il ait jamais goûté. Quoique un peu crumeux, mais cela ne le dérangeait pas. De plus, le terreau, contenu dans la tornade au ketchup, lui avait fait repousser les cheveux. On a continué à poursuivre la tornade sur 30 miles à travers la prairie. Une des dernières choses qu'elle avait trouvé à emporter, c'était un rouleau de fil de fer barbelé. Après, elle avait arrêté ses bêtises, si l'on peut dire. Elle avait laissé retomber notre terreau, qui s'était transformé en grand tas rouge tout au bout de nulle part. Quand on est arrivé au pied de ce monticule vermillon, on a eu du mal à en croire nos yeux. Non seulement cette erreur de la nature l'avait clôturé avec les tuteurs et le fil de fer barbelé, mais elle avait planté dedans la pancarte interdit d'entrer. Chester a demandé: pas, comment va-t-on rapporter le terreau à la maison? Je me suis gratté la tête. Posé comme il était, dans une propriété privée, il faudrait au moins 200 haricots pour le rapporter chez nous. Et on aurait bien de la chance si on ne nous demandait pas de payer pour le stockage. Mon Dieu, qu'est-ce que ça allait coûter pour qu'il revienne d'où il venait, à 30 miles de là? J'ai dit doucement. Les garçons, on ferait mieux de rentrer à la maison. On dirait que cette tornade nous a mis au chômage. Inutile d'insister tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de réunir une grosse somme d'argent. C'est à ce moment précis que Will a ouvert ses oreilles en grand. Tu entends, pas? On dirait le sifflement d'une bouilloire. Je lui ai répondu. Il n'y a pas de bouilloire sur le feu ici. Moi aussi je l'entends, a dit Chester, et c'est bien un sifflement de bouilloire. Eh bien non, ce n'était pas une bouilloire en métal qui faisait ce bruit. C'était un oiseau à l'allure étrange qui s'enfuyait vers la clôture en fil de fer barbelé. Vraiment très étrange, cet oiseau. Pour commencer, il avait les pieds à l'envers. Et non, ce n'était toujours pas
qui se cache derrière de la prairie herbeuse. Les garçons ont rampé sous le fil, barbelé, et attrapé la triste créature. Elle avait environ la taille d'une petite dinde, mais elle était plus dodue et la tornade l'avait complètement plumée. Ce qu'elle avait de plus étonnant, c'était le bec. On aurait dit effectivement celui d'une bouilloire. Et, chaque fois que l'oiseau émettait le sifflement d'une bouilloire sur le feu, de la vapeur en sortait. Stupéfait, j'ai hoché la tête. Je me demande si cette tornade n'a pas délogé de leur cachette des espèces extrêmement rares. On peut le ramener à la maison, ont demandé les garçons. J'ai à nouveau hoché la tête, en signe d'acquiescement cette fois, tout en tournant la manivelle de la Franklin. Toute déplumée comme elle était, la pauvre bête risquait de mourir. Les garçons ont développé cet... ou ont développé. Les garçons ont enveloppé cet oiseau sans nom dans la boue qui formait notre terreau mélangé au ketchup. Et avant d'avoir parcouru 3 miles, un nouveau plumage se mettait à lui pousser. Il avait la couleur du thé vert, excepté les plumes de la queue qui, elles, étaient argentées et avaient la forme de cuillère à thé. Sur tout le chemin du retour, on a vu des poulets, des cochons et des chiens de prairie, complètement éberlués, que la tornade rugissante avait enlevés et jetés loin de chez eux. Mais les garçons avaient perdu tout intérêt pour les animaux de ferme ordinaires. Ils se prenaient maintenant pour des collectionneurs de spécimens rares. On était à moins d'un mille de la maison quand Will s'est écrié. Il y a quelque chose sur la route, pas. Les garçons ont sauté hors de la voiture, et ont essayé d'attraper un poisson-chat qui se trouvait là. D'accord, un poisson-chat, c'est vraiment pas rare, mais on aurait dit que celui-là nageait dans la poussière, et sur le dos en plus. Il avait pas l'air mal en point. En tout cas, ce n'est qu'après une joyeuse poursuite que les garçons l'ont attrapé. Ils ont réussi à l'encercler, le poisson déconcerté. Ils l'ont jeté sur le siège arrière, et on a foncé à la maison pour lui trouver une baignoire remplie d'eau avant qu'il ne soit trop tard. Je croyais que la tornade l'avait aspiré hors d'une crique, mais je me trompais complètement. Dès qu'on l'a lâché, l'ingrate bestiole a sauté hors de la baignoire pour se replonger dans la poussière. En fait, il détestait l'eau. Les garçons venaient de capturer un véritable décampeur du désert, une espèce très rare. Le décampeur nage la queue la première pour se protéger les yeux de la poussière. Quelle ne fut pas ma surprise, à notre retour, de voir que les videurs de collines s'étaient parfaitement acclimatés dans notre ferme en notre absence. Le voilà qui courait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout autour de notre trou d'un arpent, heureux comme un écureuil. Il n'interrompait sa course que pour creuser des cavités peu profondes, et on ignorait à quoi elles pouvaient bien servir. Les garçons ont installé le décampeur du désert égaré au fond du trou, et j'ai rassemblé la famille pour lui annoncer les mauvaises nouvelles concernant notre terreau. Peut-être qu'une autre tornade se lèvera et nous le rapportera, dit Polly plein d'espoir. Pleine d'espoir. C'était peu probable. C'était peu probable. Et maman a commencé à se tamponner les yeux avec son tablier. J'ai dû oublier la bouilloire sur le feu, a-t-elle dit soudain. Miséricorde, on avait oublié la timide créature, au bec en forme de sifflet, qui soufflait de la vapeur, à l'arrière de la voiture. Et apparemment, elle se sentait seule. Les gamins l'ont déposée au fond du trou avec les autres et l'ont regardé avec émerveillement. Regarde pas, il a les pieds à l'envers, a dit Larry. Il ne nous a pas fallu longtemps pour identifier l'oiseau que les garçons avaient découvert. C'était un siffleur à queue argentée, une espèce très rare également. Selon notre livre, aucun chasseur n'avait jamais réussi à en attraper un pour lui arracher ses merveilleuses plumes en argent massif de la queue. Petite surprise supplémentaire. Nous étions les seuls à savoir quelque chose qui n'était pas dans le livre. Le siffleur a les pieds à l'envers. On l'a laissé se diriger à sa guise, on a vu qu'il laissait derrière lui des empreintes qui allaient en sens inverse de la direction qu'il prenait. Mon Dieu, comme c'est malin. Si quelqu'un suivait ses traces, il se rendrait là où le siffleur avait été, et non là où il allait. J'ai failli dire là où le nifleur. Influence Harry Potter. Pas, s'était décriée petite Clarinda. Faisons un zoo, notre zoo à nous. On pourrait faire payer l'entrée par un penny. On pourrait faire payer l'entrée un penny. Pas nickel, a protesté Larry. Un dime, a enchéri Marie. Un Carter, sans discussion, a décrété Tim. Pa nous a bien dit qu'il faudrait beaucoup d'argent pour ramener le terreau à sa place. Un zoo. Cette idée m'a pratiquement coupé le souffle. On ne ferait pas de kilomètres pour avoir des animaux aussi rares. Je n'aurais pas été étonné d'apprendre que nous étions les seuls à pouvoir montrer un siffleur
à queue argentée, un décampeur du désert et un avideur de collines en captivité. Ça, c'est une idée géniale. Un zoo, c'est bien sûr qu'il faut faire. C'est bien sûr ce qu'il faut faire. Et je ne vous dis pas toutes les bêtes rares que cette tornade a emportées et dispersées sur son parcours. Pas une seconde à perdre, mes agneaux. Alors les gamins ont foncé chercher leurs filets à papillons et des sacs en jute pour repartir à la recherche de nouvelles retrouvailles. Tous sauf Will. Penché derrière la Franklin, il criait. Pas, regarde ces traces de pattes sur la route, à perte de vue. Je crois que quelqu'un nous a suivis jusqu'à la maison. Mon Dieu, comme ces empreintes étaient étranges. C'était de toute évidence celle d'une bête à deux jambes qui semblait marcher sur la pointe des pieds. Mais elle avait 17 orteils au pied gauche et 9 au droit. J'ai dit en regardant aux alentours. On a dû lui faire peur. Et lorsque les gamins sont revenus, prêts à partir, je leur ai demandé d'ouvrir l'œil. Si on trouvait l'animal à 17 orteils, ce serait une belle surprise pour notre zoo. Puis la famille tout entière s'est dispersée le long du chemin sinueux que la tornade avait tracé. Et, à la tombée de la nuit, nous sommes rentrés à la maison avec de nombreux animaux et oiseaux peu connus, comme le chat au pelage tacheté de boussole, dont la queue pointe toujours vers le nord. Mais nous n'avons pas trouvé la cachette, ni le moindre poil du visiteur à deux jambes et 17 orteils. En revanche, à notre retour, on a trouvé tout au bord de notre trou d'un arpent une créature barbue. C'était un homme. Il avait un fusil de chasse, il avait un fusil de chasse dans une main, une carabine à dents dans l'autre, un revolver à la ceinture et un gros couteau à écorcher entre les dents. Il a épaulé sa carabine et j'ai poussé un cri. Misère! Qu'est-ce qui vous prend? Et qui êtes-vous d'abord? Le coup est parti et il a hurlé. Vous, soyez maudits! Cet homme réussissait à parler malgré le couteau à écorcher qu'il avait entre les dents. J'ai raté mon coup à cause de vous. Je veux cet évideur de colline. Ça fait une éternité que je le traque. Un chasseur, voilà ce que je suis. Et j'ai un permis de chasse pour le prouver. J'étais fou de rage. Eh bien, vous êtes entré chez moi sans autorisation. Vous n'avez pas de permis pour cela. En plus, et surtout, vous êtes dans un zoo, monsieur. Et on ne chasse pas dans un zoo. Un zoo? Il rigolait. Cet individu pouvait également rire avec un couteau écorché entre les dents. Je ne vois aucun panneau le signalant. La lumière décline. Je vais revenir. Bien sûr, j'ai monté la garde toute la nuit. Les gamins, eux, ont fabriqué des pancartes qu'ils ont installées tout autour de la ferme. Zoo de Backbroom, chasse interdite. À la levée du jour, ce n'est pas ce sinistre individu qui est entré chez nous, mais un vol de poules malignes, parfaitement. Ils ont fait leur nid dans les cavités que l'éviteur de collines avait évidées. Je suis certain que ces poules étaient à sa recherche. En fait, ce n'étaient pas des poules malignes, mais des oiseaux très rares que l'on appelle galopus. Les galopus nichent dans les endroits les plus escarpés et pondent des œufs carrés pour qu'ils ne dégringolent pas le long des versants. À la lumière du soleil matinal, j'ai découvert de nouvelles traces d'orteils, et toutes fraîches encore, et j'ai demandé à Jill. Le livre d'histoire naturelle raconte-t-il quelque chose sur un animal à 17 orteils? Elle est allée voir tandis que les autres gamins fonçaient placer des pancartes annonçant l'ouverture de notre zoo. Ce vol de galopus ferait très bien dans le zoo, sans parler des créatures qu'on avait rapportées la veille dans nos sacs en jute. Notre plus belle prise était un J.S. cutus cracheur inversé. Cet animal a une tête de souris et une magnifique denture. Il tombait à pic. Car, juste à ce moment-là, le barbu à deux jambes a fait sa réapparition. Je me demandais s'il avait 17 orteils, mais comme il portait des bottes, impossible de le savoir. Vous avez vu les pancartes à Boyège? Bien sûr que je les ai vues. Il rigolait derrière le couteau qu'il tenait toujours entre les dents. Mais je ne sais pas lire. Mais je ne sais pas lire. Rapide comme l'éclair, il a épaulé sa carabine et il a tiré. J'étais certain qu'il avait abattu notre évideur de collines. Et non, sa nouvelle marotte, c'était le J.S. cutus à tête de souris. Ça, c'était une grosse erreur. Personne n'a jamais abattu un J.S. cutus cracheur inversé. La riposte a été stupéfiante. Le J.S. cutus a relevé sa tête couverte de bois, comme un élan, et il a attrapé la balle perdue entre ses dents. Il l'a renvoyée sur le champ avec une précision remarquable. La balle a entaillé l'oreille gauche du chasseur diabolique. Il fallait le voir décamper. C'était la première fois qu'un animal lui tirait dessus. Pourtant, j'avais toujours peur qu'il revienne. Gilles a surgi de la maison, le livre d'histoire naturelle à la main.
Pas. Le seul animal à 17 orteils connu est le grand qui se cache derrière, à 17 orteils de la prairie herbeuse, et cette espèce a disparu. J'ai dit pensivement. Disparu? Dans le livre, peut-être, mais il y en a un, bien vivant, qui se cache par ici. Aussi sûr que ces nouvelles traces derrière toi sont les siennes. Je ne voulais pas lui faire peur, mais elle s'est retournée d'un bond. En vain, cette créature ne peut être vue. Selon le livre, personne n'a jamais posé les yeux sur un qui se cache derrière. Il se dissimule toujours derrière quelque chose. Oh, il est très fort à ce jeu. Un qui se cache derrière peut vous suivre sur la pointe des pieds, mais vous n'arriverez jamais à le voir, car chaque fois que vous vous retournerez, il sera déjà caché derrière vous. La nouvelle s'était rapidement propagée, comme quoi on avait un poisson de terre sèche qui nageait sur le dos et des oiseaux qui pondaient des œufs carrés. Quelques personnes sont venues les voir, puis d'autres, et avant peu, de véritables foules de gens. Certains venus d'autres États se pressaient devant chez nous. Les gamins leur faisaient payer l'entrée un carter. Pour les enfants, c'était gratuit, et ils faisaient à tour de rôle des conférences sur les comportements étonnants de nos animaux. Un zoo? Quel travail! Maman confectionnait des tonneaux de limonade, et moi je dormais le jour pour pouvoir monter la garde la nuit. Ce barbu, avec sa panoplie d'armes, demeurait une vraie préoccupation. Et puis, j'espérais toujours apercevoir le grand qui se cache derrière, à 17 orteils de la prairie herbeuse. Je dois vous dire que c'était un brin inquiétant de surveiller le zoo la nuit. J'étais certain que le qui se cache derrière me suivait, mais chaque fois que je me retournais, il se retournait aussi. J'ai même essayé de marcher en tenant un miroir de poche, mais le qui se cache derrière était bien trop malin pour se faire avoir par ce genre de truc. Une nuit, en me retournant brusquement, j'ai aperçu cet entêté de chasseur qui se glissait furtivement dans le zoo. Avant qu'il n'ait le temps d'épauler sa carabine, le siffleur a poussé un sifflement d'avertissement. Le décampeur du désert a foncé en arrière et lui a balancé un gros poisson plein de poussière dans les yeux. Ce qui non seulement lui a fait rater son but, mais paraît-il l'a rendu pratiquement aveugle pendant un mois. Entre-temps, on avait gagné assez d'argent pour transbahuter notre terreau. Tout le monde pensait qu'il valait mieux qu'on rende nos étranges animaux au monde sauvage d'où ils venaient. Bien sûr, cette idée faisait horreur aux gamins. Et je crois vraiment que les animaux se plaisaient avec nous. Mais j'avais trop peur que ce voyant barbu ne finisse par les abattre. Alors, le matin suivant, on a retiré des pancartes du zoo et on a chargé les animaux dans la voiture. Misère, il ne restait pratiquement plus de place pour les gamins. Et puis, on les a embarqués vers les coins les plus sauvages de la prairie. On a trouvé un ancien lit de rivière, bien poussiéreux, pour le décampeur du désert. Mais la nuit est tombée avant que nous ayons découvert une colline escarpée pour les videurs. Et on ne savait pas très bien de quelle région venait le siffleur, à queue argentée. Mais comme il s'est mis à siffler joyeusement quand on a traversé une étendue de lierre poissonneux, on l'a laissé dedans. Bon, vous vous dites peut-être qu'on a fini par se perdre à se balader en pleine nuit, au milieu de nulle part, mais loin de tout. Avez-vous oublié le chat boussole, dont la queue pointe toujours le nord? On l'a relâché en dernier, tout simplement. Et notre ferme? Oh, on a rapporté le terreau chez nous. Les chariots s'étiraient sur un demi-mile, et cela nous a pris près d'une semaine. Mais le grand qui se cache derrière, de la prairie herbeuse, demeurait au cœur de mes pensées. Chaque matin, je trouvais de nouvelles traces. Je voulais absolument le voir. Alors, j'ai commencé à m'entraîner, à me retourner de plus en plus vite. Eh bien, je suis devenu assez rapide. Et un matin, que j'étais sorti pour aller au puits, avant le petit déjeuner, j'ai eu la certitude d'être suivi. Je me suis retourné à toute vitesse et j'ai vu le siffleur, à queue argentée, l'oiseau aux pattes à l'envers. Il était revenu. J'ai crié. Will, Jill, Esther, Chester, Peter, Polly, Tim, Tom, Mary, Larry et petite Clarinda. Et ils ont bondi dehors. Alors, vous le voyez pas, mais en fait, à chaque fois que Josh McBroom appelle ses enfants, c'est toujours dans le même ordre et les noms sont tous collés en fait. Donc c'est pas facile c'est pas évident en fait de lire tous les noms en entier en fait. Regardez, on dirait bien qu'il n'a pas envie de nous quitter. Un nouveau compagnon pour vous les enfants. Ils ont fait entrer le siffleur dans la maison, c'était moins une. Car une seconde plus tard, le chasseur barbu est réapparu, armé jusqu'aux dents comme d'habitude. Mais cette fois, il portait des lunettes de natation. Il avait pris ses précautions pour ne pas recevoir, à nouveau, de la poussière dans les yeux. Je lui ai dit: Vous arrivez trop tard, les animaux sont partis. Tous.
Il m'a répondu joyeusement, baissant le nez vers le sol comme un limier. Je vois des traces fraîches, pourtant. Je crois bien que je vais les suivre pour abattre le gros oiseau. Il ne voyait pas trop clair avec ses lunettes de natation. C'est sans doute pour ça qu'il a abandonné les traces du qui se cache derrière pour suivre celles du siffleur qui serpentait sur le sol. D'après tout ce que j'ai pu apprendre, il les a suivis jusqu'à leur point de départ, une centaine de miles à l'intérieur de la prairie, dans le lierre poissonneux, et on ne l'a jamais revu. En revanche, j'ai vu le grand qui se cache derrière de la prairie herbeuse. Parfaitement. Et pas du tout parce que j'aurais appris à me retourner rapidement. C'était au crépuscule, je m'étais assis sur une petite souche pour enlever un caillou que j'avais dans ma chaussure. Mais ce n'était pas une petite souche de bois, c'était un porc-épic, tout épine dehors. J'ai sauté en l'air, j'ai fait une de ces culbutes et je me suis retrouvé nez à nez avec le grand qui se cache derrière, à 17 orteils de la prairie herbeuse. Gloire à Dieu. Ce timide animal était tellement gêné qu'on le voit qu'il s'est immédiatement caché derrière lui-même. Enfin, c'est ce que je crois, car il a simplement disparu dans un tournoiement. Quelques touffes de poils orange sont restées sur le sol comme des plumes. On n'a plus jamais vu ces traces autour de notre merveilleuse ferme d'un arpent. Mais je suis bien certain qu'il se tapit toujours quelque part et qu'il ne se déplace qu'en se cachant derrière quelqu'un. Il est tellement timide. Misère. Peut-être. Il est tellement timide. Misère. Peut-être derrière vous. Et voilà, c'était la fin. C'est la fin du chapitre. Et aussi la fin du livre. J'ai un peu bugué sur la dernière phrase, hein. Mais bon. Donc c'était Le Faiseur de pluie de Sid Fleischmann. C'est vraiment un très beau. J'ai vraiment aimé le lire en fait, hein, ces différentes histoires. Elles sont pas longues et ouais, elles sont vraiment agréables à lire. Donc je vous le recommande. Voilà, donc on se retrouve une prochaine fois pour un autre livre. Je ne sais pas encore ce que je lirai. J'en ai récupéré quelques-uns au Salon du Livre. Des livres tout aussi intéressants. Donc, bon, je pense que je vous en ferai une lecture, hein. Dimanche prochain, je fais un événement ce sera une vidéo en live en fait de la lecture d'un livre qui s'appelle Abby Bright et les mondes multiples. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me rejoindre dimanche 22 mai à 15h30 sur Facebook pour ce live. Ça sera l'occasion aussi de discuter un petit peu de livres. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer de lire et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.